Il est 10 heures sur France Culture, l'heure de retrouver les nouveaux chemins de la connaissance. Avec vous, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Diffusés tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Bertrand Chaumeton, avec Pascal Dupont-Bouvier à la technique et préparés par Geneviève Méric, Jeanne-Marie Roux, Mathilde Unger, Avril Ventura, Adèle Van Rett. Adèle que vous retrouverez tout à l'heure à 10h50 pour le journal des nouveaux chemins. Et c'est le début, ce lundi, d'une semaine sur Aristote. Dans les nouveaux chemins de la connaissance, Aristote, le stagirite, métaphysicien du praticable, précepteur d'Alexandre le Grand et donc artisan contemporain de la métamorphose des cités en royaumes. Aristote donc, le meilleur élève de Platon, le plus infidèle aussi, comme en témoigne l'école d'Athènes, le tableau de Raphaël, qui se trouve dans la chambre de la signature au Vatican et dans lequel le vieux Platon, timé en main, montre le ciel à côté du jeune Aristote qui donne au contraire le sentiment de vouloir écraser le sol avec sa paume. Platon le ciel, Aristote le sol. Aristote est né de Platon, comme une vérité produit son objection, comme un venin peut-être produit son antidote. Le père spirituel et le fils impénitent sont les deux pieds de l'Occident, le secret de ses alternatives. La philosophie n'a pas fait de progrès depuis l'apparition de ces deux titans et l'engendrement de l'un par l'autre. Le dieu d'Aristote, la physique d'Aristote, la politique et l'éthique d'Aristote feront successivement l'objet des émissions d'une semaine qui commence aujourd'hui par l'une des questions les plus difficiles qui soit, la question du caractère, de l'éthos, dont le nom comme le fait sont nés l'un et l'autre d'une déformation de l'habitude. Bonjour Frédéric Werther. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue Merci. sur les nouveaux chemins de la connaissance. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et l'auteur de L'éthos aristotélicien, genèse d'une notion rhétorique paru chez Vrin en 2007. C'est avec vous que commence cette semaine sur Aristote et autour de sa pensée. On entend un bruit de forge derrière nous, tout ça est parfaitement naturel et spontané. Peut-on dire, c'est ma première question, que pour Aristote, c'est en forgeant qu'on devient forgeron? Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour Aristote, pour être véritablement forgeron, il faut forger, mais il faut au départ aussi avoir la capacité de pouvoir forger. Autrement dit, pour être un homme vertueux, il faudrait avoir des dispositions naturelles de départ qui puissent nous rendre capables, après par le biais de l'habitude, d'actions vertueuses répétées, de devenir soi-même vertueux au bout d'un certain temps, au bout d'une éducation qui doit être réussie. Se pose à cet égard donc une question redoutable. Est-ce que ce sont les dispositions de départ qui déterminent les habitudes que nous prenons ensuite et qui viennent étayer ces dispositions de départ? Est-ce que les habitudes en elles-mêmes produisent rétroactivement finalement quelque chose qui ressemble à une disposition de départ? Est-ce qu'on est vertueux avant d'accomplir des gestes vertueux? Est-ce qu'on est vertueux parce qu'on accomplit des gestes vertueux? Est-ce que l'existence précède l'essence ou est-ce qu'au contraire l'essence précède l'existence? Ou est-ce qu'on est hors sujet quand on pose de telles questions? Je pense que si on a des dispositions naturelles vertueuses, c'est plus facile. Mais pour pouvoir devenir pleinement vertueux, il faut pouvoir être éduqué, c'est-à-dire recevoir de l'extérieur, par un maître ou par des éducateurs qui, eux, représentent le logos, la raison, qui puissent éduquer l'enfant. Donc, en l'occurrence, il s'agit de l'enfant et cette problématique-là concerne en fait l'éducation des enfants chez Aristote, mais d'ailleurs aussi chez Platon dans la République et dans les lois. La paideia. La paideia, oui. L'éducation des enfants qui doit se faire donc à la fois par la gymnastique et par la musique, dans le livre 8 des Politiques, le dernier livre. Donc on prend en charge les enfants qui n'ont pas encore de raison pleinement mature. Et ces enfants, dont le caractère naturel
est soit bon, soit mauvais, mais s'il est bon, la chose est facilitée, l'éducation est facilitée. Les éducateurs seront là pour s'occuper des enfants et pour représenter en quelque sorte le logos, la raison qu'ils n'ont pas encore, et qui leur apprennent en fait à faire les bons gestes, les bonnes actions. Mais vous dites si le caractère est bon, est-ce que ça veut dire qu'on peut parler de prédisposition ? C'est une prédisposition ou une puissance première, comme l'appelle Aristote dans les Éthiques. Oui, une prédisposition, mais qu'on peut changer, qu'on peut encore modeler quand il en est encore temps, et pour pouvoir les habituer à répéter des actions. Et ces actions répétées, en plus de recevoir la raison, d'être étayées par une bonne raison, par un bon logos, vont permettre à l'enfant de grandir et d'acquérir de bonnes actions et finalement d'acquérir un bon caractère qui sera à la fois le fruit d'une habituation et qui sera étayé par un logos qui, au cours de l'éducation, sera devenu lui aussi mature. Mais alors ça c'est facile quand l'enfant est une bonne patte. Quand on a affaire à un bon élément ou à un excellent sujet, comme on disait dans les écoles de la Troisième République. Hein. C'est peut-être plus compliqué quand on a affaire à un mauvais sujet, ou à un garnement, ou à un sauvageon, comme on dit sous la Cinquième République. Qu'en est-il du travail d'un éducateur, de l'éducateur quel qu'il soit, sur la mauvaise matière première d'un enfant dont les prédispositions manifestement ne sont pas celles-là. Et puis, qu'est-ce qu'une prédisposition ? Est-ce que cette prédisposition est innée ? Est-ce qu'elle vient d'une éducation qui précéderait l'éducation à l'école ? Qu'en est-il au fond des déterminations, des éventuelles déterminations premières qui ensuite viendraient faire l'objet du concours de l'éducateur ou bien d'une éducation qui contrarierait de mauvaises prédispositions. Oui, la prédisposition est innée, elle est naturelle, elle vient avec la naissance. Avec la naissance, pas avec l'éducation, Non, pas avec non, les non. premiers enseignements. Les tout premiers enseignements, en fait, c'est la gymnastique et la musique. Et ce sont des enseignements qui ne sont pas discursifs. La gymnastique est utilisée pour maîtriser en fait le corps. La musique pour maîtriser l'âme, mais d'une façon qui n'est pas rationnelle. C'est-à-dire qu'on fait écouter certains types de musique, comme l'explique Aristote, mais aussi à la suite de Platon et à la suite de Damon qui a inspiré Platon. Il s'agit de faire écouter certains types de rythmes et de mélodies aux enfants qui modèlent l'âme et qui la rendent plus souple et plus propre à recevoir l'éducation rationnelle qui arrivera par la suite, tous les différents stades de la paideia grecque. Ce que je voulais dire aussi à ce propos, c'est que l'utilisation de la musique dans l'éducation se base en fait sur une idée pythagoricienne qui considère qu'il existe des liens entre les sons et la conformation de l'âme. Et c'est en faisant écouter un certain type de rythme et de mélodie, pour Aristote, le rythme dorien, qu'on parvient en fait à modeler une matière première qu'est l'âme de l'enfant pour pouvoir après lui permettre de recevoir au mieux l'éducation qu'on va lui donner par la suite. Mais qu'en est-il, par exemple, vous connaissez le film de Truffaut, L'Enfant sauvage ? Oui. Qu'en est-il justement de cette matière première quand elle est véritablement presque comme une cellule souche, enfin comme on dit totipotente, c'est-à-dire qu'elle peut prendre toutes les directions au fond. En ce qui concerne l'enfant sauvage, c'est plus compliqué puisque l'enfant sauvage a priori a des prédispositions qui ne le tournent pas vers la civilisation et il faut contrarier ces prédispositions. Qu'en est-il dans un projet éducatif à la grecque d'un cas de figure comme celui-là, c'est-à-dire un moment où c'est un barbare entre guillemets qu'il s'agirait d'éduquer? Je parlerai quand même. Enfin, vous partez vraiment de très très loin. Organiste, en fait, se pose pas la question. Enfin, je sais pas. Moi, vous pensez peut-être à Platon qui organise dans la République l'éducation des enfants presque avant même que ces enfants-là soient conçus. Précisément. Aristote n'en parle pas. Il s'occupe de l'éducation à partir du moment où l'enfant est né.
Mais c'est pas le cas de Platon qui en effet explique et détermine, définit les conditions dans lesquelles il faut concevoir l'enfant, comment la mère doit se comporter durant sa grossesse et puis ensuite, une fois qu'elle a mis au monde l'enfant, comment cette éducation-là se poursuit. Chez Aristote, dans les politiques, on parle de l'éducation à partir du moment où l'enfant est là et à partir du moment où on peut quand même le soumettre justement à ces deux premiers modèles que sont la gymnastique et la musique. Alors, en matière de gymnastique, le problème est moins complexe. En tout cas, il trouve sa solution assez spontanément. Si on éduque à la gymnastique, on peut tout à fait faire la part des choses entre le travail à fournir et les dispositions au départ. Si vous mettez le jeune Usain Bolt dans une école où on lui apprend à courir, il y a fort à parier qu'on obtiendra de meilleurs résultats que si vous mettez le tout jeune Emmanuel Laurentin, par exemple, dans une école où on lui apprend à courir. Malgré tous les efforts accomplis, il y a fort à parier, nul ne le sait, que Usain Bolt fera mieux qu'Emmanuel Laurentin sur 100 mètres. Oui, le but de l'éducation, c'est pas de former des athlètes olympiques, c'est simplement de pouvoir maîtriser leur corps. Et de ne pas laisser le corps prendre le dessus sur l'âme, de garder une certaine harmonie en fait entre l'âme et le corps. Mais en l'occurrence, il y a bien des prédispositions physiques, on peut les entendre. C'est-à-dire que Usain Bolt, le géant, est probablement plus apte à courir rapidement que toute autre personne qu'on prendrait au berceau et à qui on enseignerait la même... Peut-être, mais le but de l'éducation, c'est pas de rendre tous les hommes vertueux de la même façon, parce que ça, je pense qu'Aristote ne se fait pas d'illusions. On n'est pas tous égaux quand même. Enfin, il le sait, il le dit. Mais c'est de rendre le plus possible les hommes vertueux. Mais le en statut, fonction de leur capacité première. La question, c'est celle de la ligne de départ, en l'occurrence, Frédéric Werther. C'est-à-dire, c'est le statut des dispositions de départ. Oui. Comment fait-on pour porter vers la vertu ou tourner vers la vertu celui qui n'a pas de disposition pour cela? Je ne pense pas que personne personne n'a aucune disposition pour la vertu. Je pense que oui, parmi les dispositions premières ou les vertus ou vices naturels qu'ont les enfants au départ, il y a une inégalité, mais cette inégalité peut ou ne peut pas être palliée par l'éducation. Je pense qu'Aristote n'a pas en vue de rendre tous les hommes les plus vertueux possibles sur un même pied d'égalité. Il y aura toujours des inégalités, mais l'éducation est là pour essayer de gommer les inégalités de départ, je dirais. Les jeunes sont, de caractère, enclins au désir et portés à faire ce qu'ils désirent. Parmi les désirs du corps, c'est surtout au désir sexuel qu'ils sont enclins à céder, et ils sont incapables de le maîtriser. Dans la poursuite de leurs désirs, ils sont changeants, vite dégoûtés, et plus ardents dans leurs désirs, plus vite ils s'éteignent, car leurs volontés sont impulsives, mais dépourvues de puissance, comme le sont les accès de soif et de faim des malades. La plupart du temps, ils vivent d'espoir. En effet, l'espoir porte sur l'avenir, le souvenir sur le passé. Or, pour les jeunes, l'avenir est long et le passé bref. Au premier jour, on ne peut se souvenir de rien, mais on peut tout espérer. Les vieux, eux, ceux qui ont dépassé la maturité, ont des traits de caractère qui pratiquement tous peuvent se déduire de l'inversion des précédents. Comme ils ont vécu un grand nombre d'années, qu'ils ont été trompés davantage et ont commis plus de fautes que les jeunes, et comme la majorité des affaires humaines vont mal, non seulement ils n'affirment rien catégoriquement, mais ils se prononcent avec excessivement moins d'assurance qu'il ne faudrait. Ils croient, mais ne savent rien. Dans leur hésitation, ils ajoutent toujours « peut-être »,« sans doute », et énoncent tout sous cette forme, et jamais rien catégoriquement. Ils vivent de mémoire plutôt que d'espérance, car ce qui leur reste à vivre est court et leur passé abondant. Or, l'espérance porte sur le futur et la mémoire sur le passé. C'est là précisément la cause de leur bavardage. Ils passent leur temps à évoquer le passé, prenant du plaisir à se ressouvenir. Leurs emportements sont vifs, mais sans force.
Frédéric Werther est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Au début d'une semaine sur Aristote, c'est de la question du caractère ou de l'éthos que nous parlons aujourd'hui dans l'œuvre d'Aristote. Frédéric Werther, à qui l'on doit notamment l'éthos aristotélicien, genèse d'une notion rhétorique paru chez Vrin en 2007. Frédéric Werther, je viens de lire 2 passages extraits de la rhétorique d'Aristote. Oui. Il parle du caractère des jeunes, puis du caractère des vieux. On a le sentiment, quand on lit ces passages, à première lecture, d'une certaine forme de... presque tous les clichés de la physiognomonie, de repérer sur un visage les traits du caractère. J'en ai sauté plein, c'est des pages entières. On a le sentiment d'un enfilage de perles, une série de lieux communs, pardonnez-moi, sur... Les lieux communs ne sont pas nécessairement négatifs. Précisément, sur ce que sont les jeunes et ce que sont les vieux. Alors d'abord, quel est le statut de ces lieux communs? Et puis, quelle est encore une fois la place de cette matière première que constitue à tous âges de la vie, à tous les âges de la vie, des dispositions dont on a le sentiment qu'elles sont absolues et qu'il faut quand même travailler dessus. Je pense que d'abord, ces 2 passages donc, qui se trouvent dans les chapitres 15 et 16 du livre 2 de la rhétorique, qui sont suivis par le chapitre 17, qui, lui, porte sur les dispositions et les traits de caractère de l'homme mûr. Celui qui est entre 2 âges. Voilà, il se situe entre les 2 âges, et puis il se situe aussi à chaque fois entre le vice et la vertu correspondante du vieux et du jeune. Et donc, dans ce chapitre 17, l'homme mûr représente en quelque sorte une espèce de norme à atteindre. Il est à la fois entre 2 âges, mais il représente une espèce de summum entre le vertu et le vice. Entre l'excès de vertu et l'excès de vice. L'un des termes clés peut-être pour comprendre la pensée d'Aristote, c'est la notion de médiété. Oui, c'est ça. Finalement de juste milieu, on peut peut-être dire, entre 2 extrêmes. Qui est la vertu absolue. Qui est la vertu absolue, c'est-à-dire également la vertu moyenne. Oui. Paradoxalement, on retrouve... Montaigne s'est inspiré d'Aristote quand il dit qu'il préfère les vertus moyennes aux vertus éminentes. Est-ce que l'homme mûr est en situation de médiété entre l'outrance de la jeunesse et le gâtisme des vieillards? Oui, c'est une norme. Alors simplement, pour revenir à ces textes-là que vous avez lus, je ne pense pas qu'il faille les lire de la même façon que les éthiques d'Aristote. Il s'agit de 2 passages de la rhétorique, et qui ont donc un statut spécifique. Elles sont, comme vous l'avez dit, d'une façon un peu négative, des lieux communs ou des clichés. Je me fais l'interprète de l'impression qu'un lecteur de bonne foi peut avoir en lisant ce texte. Oui, simplement, je pense qu'il faut quand même réévaluer la notion de lieu commun, ou cliché me semble vraiment trop négatif. C'est quand même à partir de ce type-là d'expériences vécues par vous, moi, tout le monde, qu'on a des images ou des modes de pensée de ce qu'est un jeune homme, de ce qu'est un vieillard, de la façon dont les vieillards réagissent dans certaines réactions, de la façon dont se comportent les jeunes gens, de façon générale. Enfin, ça correspond quand même à nos expériences vécues. Et c'est justement le statut de ces textes-là qui sont comme une sorte de catalogue de prémices, catalogue de lieux spécifiques aux différents âges de la vie, et qui correspondent donc à ce que les gens se font comme idée à propos des jeunes et des vieux en général. Alors évidemment... Quand Aristote écrit ça, il se fait l'interprète des idées reçues sur les jeunes et les vieux, mais il ce qui paraît le plus convaincant, le plus vraisemblable en fait, à chacun de nous. Si vous dites que les jeunes gens sont plus prompts à l'action, sont plus vifs, sont plus... Voilà, ça correspond quand même à l'idée que vous faites d'un jeune homme, même si le contraire peut aussi peut exister. Et c'est justement ça le statut de la prémisse vraisemblable qui est utilisée en rhétorique dans l'argumentation. C'est-à-dire que si un jeune homme est accusé d'avoir tué un vieillard parce qu'il était saoul, vous croirez plus spontanément et plus facilement à ce type d'accusation-là que si on vous disait non, en réalité, le jeune homme avait bu, mais il a porté aucun coup contre le vieillard et c'est pas lui qui a tué le vieillard. Donc, tout ce type d'argumentation-là se fonde sur des attentes
des attentes qu'on se fait à propos de personnes en fonction de leur âge. Mais est-ce que de ce point de vue, on ne verse pas dans le risque qu'on court du procès d'intention si un vieux monsieur se tourne vers une foule de jeunes pour dire « mais vous les jeunes, vous ne croyez plus en rien, pas tout se perd, ou c'était mieux avant », et que les jeunes se tournent vers le vieux en lui disant « mais vous êtes un vieux con et vous comprenez rien à rien, et c'est vous qui êtes dépassé », est-ce qu'au fond, l'un et l'autre n'envoient pas à la figure, enfin, est-ce que chacun n'envoie pas à la figure de l'autre le cliché ou l'idée la plus banale qu'il se fait de l'âge de son interlocuteur? Est-ce que finalement Aristote ne fait pas ça? Si, il fait ça, mais ça correspond quand même à notre façon de parler et notre façon de raisonner dans la vie de tous les jours. La rhétorique n'a pas pour intention de rechercher la vérité. Enfin, oui, mais c'est plus compliqué que ça quand On va en même. parler, hein. C'est-à-dire que dans une argumentation rhétorique, comme le dira le commentateur arabe d'Aristote, Farabi, le persuasif, c'est ce à quoi on donne son assentiment, mais dont on accepte aussi le contraire. Ça, c'est la définition du persuasif. Donc, si vous dites les jeunes sont des gens un peu fous qui perdent la tête, vous croirez à cette prémisse, mais vous n'aurez aucun problème à croire le contraire. Tel jeune ne perd pas la tête et est quelqu'un de très raisonnable. Frédéric Werther, donc voilà, à l'intention de nos auditeurs qui auraient la flemme de lire la rhétorique d'Aristote, ils peuvent toujours écouter Brassens, oui. qui reprend les 3 termes des chapitres sur les caractères. Il y a le caractère des jeunes, le caractère des vieux et la médiété, celui qui oscille entre 2 âges et à qui d'ailleurs Brassens attribue, étant donné que c'est lui, la totalité des vertus dont les cons sont dépourvus. 2 questions, Frédéric Werther. D'abord, est-ce que le modèle de la chanson de Brassens correspond effectivement aux propos d'Aristote ? Et deuxièmement, est-ce que, du point de vue aristotélicien, dont on a vu qu'il disait « les jeunes sont comme ça, les vieux sont comme ça », etc., est-ce que la phrase selon laquelle « quand on est con, est une phrase qu'Aristote, en un sens, pourrait reprendre à son compte, si j'ose dire ? Non, je pense pas. Je voudrais vraiment insister sur le statut de ces chapitres-là, qui sont vraiment un catalogue de prémices. Et Aristote les énumère dans la rhétorique pour permettre à son lecteur de fabriquer des argumentations rhétoriques. C'est-à-dire qu'on peut puiser dans ce catalogue de prémices-là des idées générales, vraisemblables, qui permettent de construire des argumentations rhétorique. Mais Frédéric Werther, on va parler du statut de la vérité, justement, dans l'utilisation de la rhétorique, parce que c'est un statut complexe. Si on remplace ces idées vraisemblables sur les jeunes et les vieux par des idées vraisemblables sur les Noirs, les Arabes et les Juifs, oui. Et qu'on reprend, pour le coup, tous les lieux communs, d'un certain lieu, d'ailleurs des lieux communs ethnocentrés, sur un certain nombre de peuplades, pour parler le vocabulaire antique, en l'occurrence, est-ce qu'on ne verse pas à ce moment-là dans un... Qu'est-ce qu'Aristote dirait de celui qui dit, les Juifs, de la même façon que les jeunes sont fougueux, les Juifs sont pingres. Est-ce qu'une telle prémisse, aux yeux d'Aristote, est également recevable ? Est-ce que... Elle est recevable, oui, si vous vous adressez à des gens qui sont capables de les entendre et surtout qui veulent entendre ça. Vous n'allez pas tenir un discours à des jeunes gens en disant « les jeunes gens perdent la tête », savent pas se comporter, vous serez pas convaincant, vous serez pas persuasif, et là vous perdrez votre auditoire. De la même façon, si vous dites, si vous enfilez des lieux communs racistes sur les Noirs, les Arabes ou les Juifs, je pense que ça marchera avec un certain type d'auditoire et ça marchera pas du tout avec un certain autre type d'auditoire. Est-ce que la valeur du rhéteur chez Aristote, et c'est peut-être la question de savoir ce qu'il distingue du sophiste chez Platon, ne tient pas justement à la capacité de s'adapter justement à son auditoire, à tenir à son auditoire les discours que son auditoire attend ou qu'il imagine que son auditoire attend? Oui, là c'est vraiment une des vertus principales de l'orateur qu'Aristote met en valeur dans la rhétorique, c'est l'adaptation du discours de l'orateur à son auditoire. Et en insistant là-dessus, Aristote en fait reprend
une théorie rhétorique contemporaine, peut-être un peu plus ancienne, enfin, qui remonte à Gorgias, mais qui a été reprise ensuite par les deux disciples de Gorgias, qui sont Alcidamas et Isocrate. C'est le kairos, l'occasion ou le moment opportun. C'est un terme qui va revenir beaucoup cette semaine. Il faut le dire à ceux de nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec Aristote. C'est un terme qu'on retrouve dans les éthiques à propos de la vertu qu'est la phronésis, la bienveillance. La prudence. La prudence, pardon. Donc le kairos, c'est l'adaptation de son discours, de l'image qu'on prête à qu'on se donne dans son discours pour paraître plus persuasif. Si je suis devant un auditoire et que je commence à je sais pas, à déblatérer sur un certain thème et que je vois que mon auditoire commence à s'ennuyer, il faut quand même que je passe à autre chose. Et là, c'est une façon de s'adapter aux attentes de l'auditoire. Si je sens qu'il y a des mouvements d'humeur ou que l'auditoire n'est pas prêt à entendre ce que je suis en train de lui dire, mais il va falloir que je change d'argumentation, que je m'appuie sur d'autres types de prémices ou sur un autre type d'argumentation. Si vous êtes un homme politique, vous ne parlez pas de la même façon aux militants du parti auquel vous vous adressez en réunion interne, comme vous parleriez à la télévision, c'est-à-dire au corps électoral dans son ensemble et avec sa diversité, par exemple. Il faut dire à son auditoire ce qu'il a envie d'entendre. Qu'en est-il dans ces conditions, selon vous, et à la lecture d'Aristote, Frédéric Werther, de par exemple le cas Georges Frêche, passionnant cas Georges Frêche, qui a fait les beaux jours de la campagne électorale. Georges Frêche a ceci de particulier que manifestement il applique les méthodes aristotéliciennes de la rhétorique, il s'adapte à son auditoire l'expression est de lui, et c'est ça qui est intéressant, parlant aux cons le langage des cons. Mais est-ce que Georges Frêche, en disant à ses destinataires, vous êtes des imbéciles et c'est la raison pour laquelle je vous parle comme ça, est-ce qu'en un sens, un rhéteur qui, de la même façon que quelqu'un qui organiserait un dîner, brandirait son plan de table maladroitement, un rhéteur qui dirait à ceux à qui il s'adresse « je vous parle sur ce ton et je vous dis n'importe quoi parce que vous n'êtes pas capable d'entendre autre chose », est-ce que de ce point de vue, il reste rhéteur? Est-ce qu'il n'y a pas chez le rhéteur aristotélicien une part de mauvaise foi qui consiste à dissimuler le fait qu'on s'adapte à son auditoire, justement? Je pense que quand Georges Frêche traite les harkis de sous-hommes, ça doit plaire à une certaine frange de la population. D'un autre côté, il est quand même très critiqué. Donc c'est pas. Non, mais le plébiscite, par exemple, qu'a reçu Georges Frêche, c'est intéressant. Georges Frêche a été plébiscité. Rappelons que pour les harkis, il parlait à 2 d'entre eux. Il ne s'en prenait pas à la communauté entière. 2, c'est déjà suffisant. 2, c'est beaucoup. S'ils étaient sous-hommes en tant que harkis, effectivement. Oui. Mais revenons-en à cette question, justement. Le plébiscite qu'a reçu Georges Frêche. Quand Georges Frêche dit, dans le Languedoc-Roussillon, les gens, ils m'aiment. Tout simplement. Est-ce qu'on n'est pas là en présence d'un rhéteur qui, s'adaptant à son auditoire, considère que serait conforté finalement dans l'ambition démagogique de tenir le discours que les gens ont envie d'entendre? Je ne sais pas vraiment si on peut parler d'adaptation. Quand on l'entend parler de cette façon-là, je veux dire, il faut savoir, faut voir à qui il parle et dans quelles conditions et comment son discours est reçu. Moi, j'étais pas parmi ceux qui écoutaient Georges Frêche, mais non, mais vous l'avez entendu quand même. Je l'ai entendu, mais je veux dire, ce qu'on a beaucoup entendu aussi, c'était des critiques. Donc, je pense que ce qui a vraiment fait, ce qui a fait réagir les gens, c'était qu'il parlait, il donnait l'impression de parler vrai. Il voulait montrer qu'il disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui correspond à l'adaptation telle que la conçoit Aristote. Quand Aristote parle de l'adaptation à son auditoire, c'est une adaptation politique aux attentes de l'auditoire. C'est-à-dire que c'est ce qu'il développe dans le chapitre 8 du livre 1 de la rhétorique, qu'il faut s'adapter toujours aux valeurs d'une communauté politique à laquelle on s'adresse et qu'on ne peut pas, par exemple, développer des idées monarchiques devant un auditoire qui est acquis aux idées démocratiques. C'est ce type d'adaptation-là qui ne se fait jamais d'une façon individuelle. Georges Frêche, je pense qu'on peut vraiment parler d'un individu qui peut-être a l'impression d'affirmer sa liberté, sa franchise, sa liberté de parole. C'est pas du tout quelque chose qui
qui aurait une résonance pour l'Athènes du 4e au 5e siècle avant Jésus-Christ. Derrière ça, il y a la question, Frédéric Werther, de la différence qu'il y aurait entre le rhéteur et le démagogue. Dans quelle mesure est-ce que le démagogue, c'est-à-dire finalement le menteur du parler vrai, celui qui fait valoir un parler vrai qui est en réalité un parler vrai mensonger. Il ne parle jamais en son nom propre, hein, contrairement à Georges Frêche. On parle du rhéteur aristotélicien. Oui, l'orateur aristotélicien ne parle jamais en son nom propre et l'individualité est quelque chose qui est totalement gommé. L'éthos de l'orateur, le caractère de l'orateur, la façon dont il apparaît dans son discours, quand il prend la parole devant un auditoire, c'est jamais une individualité comme on peut la mettre vraiment en exergue de nos jours. Il s'agit toujours d'un échantillon pris dans une communauté. C'est pas quelqu'un qui a des particularismes, qui a des particularités, qui aurait des traits spécifiques. Et l'orateur est d'autant plus persuasif qu'il représente un caractère neutre et impersonnel en réalité, qui a toutes les valeurs communes, politiques. Il n'existe pas une série d'individualités dans une cité démocratique comme l'est Athènes. C'est pas il s'agit d'une espèce de... chaque citoyen, en fait, peut être remplacé par un autre citoyen. Et on est d'autant plus persuasif quand on est orateur qu'on représente les valeurs du citoyen anonyme. Ce qui préserve la rhétorique de la démagogie, en l'occurrence. Même quand il s'agit de démagogie, je ne suis pas sûre qu'il s'agisse vraiment de mettre en valeur ses propres particularités, sa propre individualité. Alors on va entendre un autre homme politique que Georges Frêche, un homme politique qu'on va reconnaître, que vous allez reconnaître et que nos auditeurs vont reconnaître. Écoutez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore des doutes sur le fait que l'Amérique, c'est le pays où tout est possible? Quelqu'un qui se demande encore si le rêve de nos pères fondateurs est encore vivant à notre époque? Y a-t-il encore des questions quant à la puissance de notre démocratie? Eh bien, ce soir, vous trouvez la réponse. C'est la réponse racontée par les enseignants dans les écoles et les prédicateurs dans les églises. On n'aurait jamais pu croire que des gens ont attendu 3 ou 4 heures, peut-être pour la première fois de leur vie, parce qu'ils étaient convaincus que maintenant les choses devaient être différentes, que leur voix pouvait apporter la différence. C'est la réponse donnée par les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les démocrates et les républicains, les noirs, les blancs, les hispaniques, les Indiens d'Amérique, les homosexuels, les hétérosexuels, tout le monde. Les Américains ont envoyé un message au monde entier. Nous n'avons jamais été simplement une collection d'individus ou d'États bleus ou d'États rouges. Nous serons toujours les États-Unis d'Amérique. Et nous le resterons. Frédéric Werther, Barack Obama, qui vient donc d'être élu à l'instant où il tient ce discours, tient un discours qui se présente comme le discours qui transcende la particularité de tous les auditoires, justement. Là, en l'occurrence, il s'agit de s'adresser à tout le monde. Mais est-ce qu'en tenant le discours qui s'adresse à tout le monde, il ne tient pas à l'instant de gloire qui est le sien et avec le plébiscite qu'il vient de recevoir, est-ce qu'il ne tient pas, là encore, un discours qui est adapté à l'auditoire, justement, bigarré qui est le sien ? Oui, je pense que la problématique est un peu différente dans la mesure où les États-Unis c'est difficilement comparable avec l'Athènes démocratique, étant donné que les citoyens athéniens sont à peu près tous sur un pied d'égalité et vraiment interchangeables. Je veux dire, on pouvait se faire élire, se faire remplacer. Chacun peut jouer le rôle de l'autre. Aux États-Unis,
Ce discours-là me paraît plus un discours fédérateur, mais qui tient quand même compte de la différence de chacun. Je veux dire, il nomme les différentes populations dans son discours, et donc il reconnaît par là même les différentes composantes du peuple américain. Et bon, c'est pas vraiment c'est un discours fédérateur, mais qui tient quand même compte des différentes composantes de la population américaine. Quelle part l'orateur doit-il faire à la vérité chez Aristote? Qu'est-ce qui distingue un orateur d'un sophiste qui pourrait indifféremment soutenir une opinion ou une autre? Alors Aristote définit la rhétorique comme une technique qui, comme la dialectique, peut soutenir une chose et son contraire. Donc c'est vraiment une technique, comme une technique, une sorte d'habileté élevée au rang de, pas encore de science, mais une technique, c'est-à-dire quelque chose qui peut être enseigné et dont on peut tirer des règles générales. Donc on peut dire une chose et son contraire, on peut soutenir une opinion et l'opinion contraire. Dans ce cas-là, on peut très facilement s'imaginer que c'est une technique dangereuse, puisqu'on peut soutenir une chose et son contraire. Aristote, à 2, 3 ou 4 reprises dans la rhétorique, introduit quand même un garde-fou à ce propos, et il dit toujours que la vérité est quand même plus convaincante que ce qui n'est pas vrai, et que les hommes sont quand même de façon générale plus doués pour le vrai que pour le faux. Donc c'est quelques rares moments dans la rhétorique, il réintroduit quand même une espèce de notion un peu morale de la rhétorique, mais de façon vraiment strictement définitionnelle. La rhétorique est une technique qui peut soutenir une chose et son contraire. Tiens, on va voir comment, avec Aristote, on pourrait interpréter l'épisode qu'on va entendre maintenant. C'est la disgrâce j'oublie le nom du personnage qu'il incarne, du personnage incarné par Bernard Giraudot dans le film de Patrice Lecomte, Ridicule. Disgrâce, il faut rappeler que c'est un abbé mondain qui fait un discours dans lequel il démontre l'existence de Dieu devant le roi, et où il se tire littéralement une balle dans le pied. Écoutez. Je suis tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. Les Égyptiens qui gravèrent ces mots sur le fronton de leur temple croyaient qu'il n'y a qu'un effet dont on puisse demander quelle est sa cause. Or, l'univers ne se présentait à ces païens que sous l'aspect d'une cause très puissante. Dira-t-on encore que notre siècle manque de grands religieux? La cause première de toute chose doit être nécessaire, absolue, parfaite. Donc, il ne peut y avoir deux êtres infiniment parfaits, car deux ne feraient pas plus qu'un. L'être parfait ne peut être divisé. Celui qui est par lui-même ne peut changer. Or, le temps est la mesure du changement. L'infiniment parfait ne change pas. Unité, immutabilité, éternité, c'est lui, c'est Dieu, cause insouïe, sa propre cause. Bravo Villecourt, c'est lumineux. Bravo, ce n'est rien. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté. Tu finiras à la Bastille, j'y veillerai, philosophe. Majesté, ça n'était qu'un trait d'esprit. Frédéric Werther, donc voilà un homme qui consacre sa propre disgrâce en un instant, en une fraction de seconde, qui passe de la gloire et de l'approbation du roi à la disgrâce définitive, dans la mesure où il montre que sous ce qu'il vient de démontrer, il aurait pu aussi bien démontrer
le contraire. Comment Aristote comprendrait-il cela? Puisqu'il y a manifestement, alors évidemment, comme en plus il porte la soutane, ça pose d'autant plus de problèmes, manifestement, aucune teneur de vérité dans le discours du rhéteur, de l'orateur, qui peut démontrer l'existence de Dieu comme son inexistence, et dans le même temps, une inadaptation à l'auditoire, qui n'était pas fait pour entendre un mot d'esprit, et encore moins fait pour entendre la possibilité que Dieu n'existe pas. L'existence ou la non-existence de Dieu n'est pas un problème rhétorique. Les problèmes rhétoriques sont des problèmes qui dépendent de nous et qui doivent déboucher sur une décision, sur une crisis, sur un jugement. Donc l'existence de Dieu ou non-existence de Dieu n'est pas un problème qui doit être traité par la rhétorique. Donc la rhétorique se déplace à l'intérieur des sphères sublunaires, enfin de la oui, sphère oui, sublunaire pour Aristote. Humaine. Il faut revenir un instant peut-être sur la cosmologie d'Aristote pour dire un tout petit peu comment les choses se répartissent. On va en parler à propos de la physique, mais c'est important, Frédéric Werther. La rhétorique n'a partie liée qu'avec les choses humaines qui dépendent de nous, c'est-à-dire les choses sublunaires qui peuvent être, qui ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire qui peuvent être autrement qu'elles ne sont, qui ne sont pas éternelles et sur lesquelles on a une certaine action. Ce qui est intéressant, c'est que la cosmologie d'Aristote donc distingue les sphères, le monde sublunaire du monde supralunaire. Le monde supralunaire est le monde des trajectoires astrales parfaites, achevées. Le monde sublunaire est celui qui est, pour une part en tout cas, livré à la contingence, au hasard et aux affaires humaines qui ne relèvent pas donc de la raison pure. Par exemple, est-ce qu'il faut faire la guerre aux Spartiates? Est-ce qu'il faut condamner un tel qui aurait tué son voisin Mais indépendamment, par exemple, pour en revenir à l'abbé, indépendamment oui. de l'objet de son discours et de la démonstration ou non de l'existence de Dieu, dont on a bien compris que ça n'était pas l'objet du discours. L'objet du discours est de plaire. Oui. Est-ce qu'on peut s'interroger, en termes aristotéliciens, sur l'opportunité de dire au roi « Je peux vous démontrer l'inexistence de Dieu si vous voulez ». Non, ce sur quoi je voulais encore revenir à propos de cet extrait, c'est que si l'existence de Dieu n'est pas un problème rhétorique, il peut être traité en revanche par la rhétorique, parce que pour Platon, pour Aristote et surtout pour les commentateurs d'Aristote, je pense encore notamment à Farabi, la rhétorique, c'est le moyen argumentatif, logique, qui permet à l'orateur, au philosophe, et pour Farabi, au législateur, de s'adresser à la foule. Parce que la foule ne peut pas comprendre les démonstrations scientifiques. Elles sont trop longues, trop compliquées. Et en plus, le peuple, généralement, se méfie des démonstrations trop longues et trop compliquées. Donc la rhétorique, c'est aussi l'outil argumentatif qui permet aux philosophes, rois, législateurs, quelle que soit la façon dont on le nomme, pour Platon, ce sera le philosophe, pour Al-Farabi, ce sera le législateur, la façon dont on doit s'adresser au peuple pour lui transmettre les vérités qui ont été, elles, démontrées par la science. Donc il s'agit quand même de transmettre une vérité. C'est-à-dire qu'on ne renonce pas à une vérité, on n'est pas tout entier soumis à ce que les gens veulent entendre. Non, c'est d'ailleurs le rôle du mythe chez Platon. C'est faire entendre une vérité, mais d'une certaine façon, et à qui saura l'entendre d'une certaine façon. Est-ce que la rhétorique permet de distinguer la pédagogie de la démagogie ? Pédagogie au sens où l'utilisation platonicienne des mythes, par exemple, serait proprement pédagogique. C'est des histoires de bonnes femmes, des contes à dormir debout, mais qui en même temps contiennent dans la teneur de vérité, permet d'édifier le lecteur ou l'auditeur. Oui. C'est une des valeurs de la rhétorique. Est-ce que, dans ces conditions, Frédéric Werther, avec Aristote, on est en présence, et avec cette notion d'éthos et l'utilisation rhétorique qui en est faite, est-ce qu'on est en présence d'un discours à quel endroit, plus exactement, on s'approche de la fin de cette émission, et c'est quand même la question fondamentale, à quel endroit se situe la vérité? Dans quelle mesure est-ce que, par exemple, quand Aristote parle du caractère des jeunes ou du caractère des vieux, tout en reconnaissant qu'il y a des exceptions, dans quelle mesure fait-il la part belle à la vérité?
En fait, on parle de l'éthos depuis le début et, et on a quand même un peu oublié de le définir. Donc il faudrait quand même... Enfin, l'éthos aristotélicien dans la rhétorique, c'est un terme qui recouvre au moins deux éléments principaux. Le premier, ce sont les caractères dont vous avez parlé tout à l'heure, les caractères des jeunes et des vieux. Mais c'est aussi un des 3 moyens de persuasion de la rhétorique qui sont mis en avant par Aristote, à côté de l'argumentation, le logos, à côté des passions, le pathos, qui consiste donc à susciter des émotions dans l'auditoire auquel on s'adresse, c'est-à-dire soit l'émouvoir, lui faire ressentir de la pitié ou de la colère ou de la douceur. Et donc l'éthos, c'est le 3e moyen de persuasion, qui est l'image que l'orateur crée de lui-même dans son propre discours, c'est-à-dire qu'il se présentera comme un homme honnête, digne de foi, bienveillant, vertueux, toutes les qualités dont on est paré et qui engagent la personne à laquelle on s'adresse à nous croire de façon plus rapide, plus facile. Donc là, j'ai oublié votre question. Oh, c'est de la part de la vérité. La part de vérité, oui. Donc voilà. Alors une fois que la part de vérité derrière l'habit, oui, la cravate, l'intention qu'on veut manifester auprès de son auditoire. Donc que reste-t-il de la vérité? Ça, c'est un problème vraiment très important. Bon, d'abord, l'éthos. Il reste peu de temps pour y répondre. Alors je me dépêche. Donc l'éthos, comme un des 3 moyens de persuasion de la rhétorique, c'est-à-dire l'image que l'orateur crée de lui-même dans son discours, est définie par Aristote comme une image purement discursive, c'est-à-dire une image de soi qui est construite complètement dans le discours. Et en définissant l'éthos de cette façon-là, Aristote se distingue de toutes les techniques rhétoriques contemporaines qui, eux, faisaient la part belle à l'image réelle de l'orateur. C'est-à-dire qu'il fallait être un bon citoyen, il fallait se faire connaître de ses contemporains, il fallait se montrer bon père de famille, etc., pour pouvoir, une fois qu'on prend la parole devant ses concitoyens, être d'autant plus persuasif. Aristote, lui, opère une véritable coupure en disant non, l'image que l'orateur donne de lui-même doit être uniquement construite par le discours. Moi, mon métier, c'est d'être d'accord. Quelques promesses en bandoulière, j'écoute toutes vos prières, de l'ambition rêvée au corps. Pour plaire aux jeunes et aux grands-mères, je dirai tout et son contraire, je ne vous promets aucun effort. Je serai pour vous comme un père, comme un... Merci Frédéric Werther. Je rappelle que vous avez signé L'éthos aristotélicien, genèse d'une notion rhétorique, paru chez Vrin en 2007. Et tiens, un autre conseil bibliographique d'ailleurs très utile pour entrer dans la pensée d'Aristote, l'excellent dictionnaire Aristote paru chez Ellipse sous la houlette de Pierre Pellegrin. La solution tombée du ciel, je promets tout, je ne promets rien. Je suis l'homme providentiel, mi-démago, mi-magicien. Pierre Pellegrin qui signe également avec Michel Crubellier un livre sur Aristote, Aristote le philosophe et les savoirs, dans la collection, l'excellente collection Point Essai. Je crois en la valeur travail. Venez à moi tous les chômeurs, je vous promets de la sueur. J'agite les épouvantails. J'attise toutes les rancœurs. Je vous rassure, je vous... Laissons là les rancœurs et les épouvantails, car il est 10h50 sur France Culture. On retrouve le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël. On passe de la rhétorique à la psychanalyse avec Exactement, la psychanalyse, cet autre lieu où la vérité n'est pas objective. Donc on va parler de la psychanalyse, de la pratique de la psychanalyse et plus précisément de ce qui, au cours d'une séance de psychanalyse, ne sera jamais dit et qui pourtant fait l'objet même de la séance. Ce secret qui se situe au cœur de toute séance de psychanalyse, c'est le sujet du livre de Michael Larivière qui sort en ce moment chez Stock dans la collection L'autre pensée qui s'appelle « Que font vos psychanalystes ?» Bonjour Michael Larivière. Bonjour. Vous êtes en duplex depuis Strasbourg où vous vivez et exercez votre métier de psychanalyste. Vous êtes également philosophe. Et ce livre que vous signez est un mélange de récits, de cas et des réflexions intimes que ces cas vous inspirent. Alors, le fait même que vous écriviez ce livre, Michael Larivière, pose d'emblée une question. Est-ce que ce qui se passe lors d'une séance de psychanalyse sur un divan dans votre bureau
peut se transmettre? Et le cas échéant, pourquoi vouloir le transmettre à travers ce livre, Michaël Larivière? Alors voilà, c'est le pari que j'ai essayé de tenir en faisant ce livre, à savoir répondre justement à la question de savoir si en dehors des lieux écartés, feutrés où l'analyse s'exerce, savoir donc si ce qui se passe sur un divan peut se transmettre. Cette question m'obsède depuis longtemps. J'en avais longuement parlé il y a plusieurs années avec Jean-Bertrand Pontalis, pour qui la question majeure était de savoir s'il était possible d'écrire quoi que ce soit à propos de l'analyse qui soit non seulement intelligible, mais qui rende sensible ce que nous faisons. Peu de livres y arrivent. J'ai essayé d'en faire un qui, à sa manière, essaie au moins de répondre à cette très vieille question, à savoir si l'analyste se tait le plus souvent, pour qui alors et pourquoi écrit-il ? Je veux croire que si l'on écrit, c'est que une réponse est attendue. Une question que l'on n'entend pas toujours formulée de manière très claire, mais que l'on s'attend à ce que l'on puisse au moins essayer d'y répondre. Mais une réponse qui viendrait de qui? Qui viendrait de l'écriture elle-même ou qui viendrait du lecteur? Dans mon cas, en tout cas, une réponse qui viendrait de l'écriture. Peut-être le plus simple serait-il que je vous raconte comment j'en suis venu à l'écriture d'abord et à l'écriture de ce livre. J'ai 18 ans ou 19 ans, j'arrive en classe de philo. Mon professeur pose sur ma table 2 livres, les écrits de Lacan et l'écriture et la différence de Derrida. Il me dit, c'est pour vous, lisez ça. Je lis et je suis stupéfait de ce que je découvre. Non seulement par le savoir qui s'y sédimente, mais surtout par la langue dans laquelle ça s'écrit. Je commence mes études de philosophie, je lis Platon, et on me dit que l'écriture était quelque chose qui tue. Ce qui me ramène à une conversation que j'ai eue à plusieurs reprises avec un collègue analyste et ami, Lucien Israël. Nous discutions souvent de la question de la tradition orale. Israël prétendait que ça avait été une faute que de rédiger, de mettre bas, comme il disait, la tradition orale. Alors, il prétendait que l'écrit aplatit, qu'il tue, et c'est pourquoi, pensait-il, il est facile de prédire de quoi continueront de mourir les publications prétendument psychanalytiques, à savoir de leurs excès, comme les hommes. Il y voyait une tentative obsessionnelle de tout intégrer, de ne surtout pas être surpris par le désir. Bon, c'est peut-être juste, mais il reste que si l'analyse est une talking cure, comme le disait lui-même Freud, il n'en découle pas que la voix soit toujours la meilleure expression de la liberté, et non plus que l'écriture ne soit qu'une triste fatalité qui viendrait comme ça fondre sur l'innocence naturelle et qui viendrait interrompre une parole supposée présente et pleine. Il me semble que parler ne va pas sans mal, ça ne va pas sans la douleur, sans la violence de la séparation, de l'articulation. Et en un sens, on peut dire que la naissance humaine, comme le pensait Pierre Legendre, la naissance subjective, c'est l'entrée dans la tradition, c'est-à-dire l'entrée dans la dislocation du propre, en général, et donc l'entrée dans le désir, et dont on ne sait s'il est toujours d'abord un désir de proximité à soi ou un désir de présence à quelqu'un d'autre. Bref, l'écriture traite de ça. Et voilà comment je m'y suis intéressé. Mais alors, est-ce que ça veut dire que pour vous, Michaël Larivière, l'écriture est une manière de prolonger ce qui se dit dans votre bureau, ce qui se dit de la part du patient qui est sur son divan? Est-ce que c'est une manière de prolonger ce travail-là, ou est-ce que c'est au contraire un exercice personnel qui répond à des attentes et à des exigences qui vous sont propres et qui sont finalement indépendants de ce qui se passe dans votre cabinet? Ce qui m'arrive, ce qui se passe pour moi, ce qui m'est propre, n'est jamais indépendant de ce qui se passe dans mon cabinet. Bien sûr que les questions que j'affronte, même en racontant les histoires de tel ou tel de mes patients, sont des questions qui sont les miennes d'abord. Ce qui me fait penser à autre chose, les analystes, dans leur immense majorité, évitent de dire qu'ils sont, eux, les premiers demandeurs. Qu'est-ce que c'est un analyste? C'est quelqu'un qui s'installe, qui fait savoir qu'il est prêt à entendre des gens et qui dit « Je vous en prie, venez me parler et payez-moi ». La demande première est celle de l'analyste, pas celle de l'analysant. De même, si j'écris, c'est bien parce qu'il y a des questions, des enjeux qui me sont propres, qui m'ont été révélés, soit qui ont été réveillés, que mes analysants m'ont permis d'articuler un peu plus avant, de manière un peu plus précise, un peu plus détaillée. Et il m'est nécessaire
de tenter d'en rendre compte. Et alors, parmi ces thèmes qui vous tiennent à cœur et dont vous parlez beaucoup et qui sont également très importants pour la psychanalyse elle-même, il y a deux thèmes que j'ai relevés à la lecture de votre livre. C'est à la fois celui de l'enfance et celui de la nostalgie. De l'enfance, vous parlez beaucoup, vous ouvrez beaucoup de vos chapitres avec des réflexions sur l'enfance comme étant ce lieu finalement que l'on n'arrive pas à ressaisir et qui pose un problème et qui peut engendrer un besoin de psychanalyse. Et d'autre part, la nostalgie d'un monde que l'on désire mais qui ne sera jamais. Alors là, il nous reste très peu de temps pour parler de ces deux thèmes, mais c'est important de les évoquer puisqu'ils sont au cœur de votre livre. Peut-être que vous avez 2 mots pour finir cet entretien sur ces deux thèmes. Oui, alors si j'ai beaucoup parlé de l'enfance, c'est qu'il me semble, comme je le dis quelque part, qu'elle est toujours contemporaine. De tous les âges de la vie, elle est contemporaine. Il n'y a pas moyen qu'il en aille autrement. Même dans les cas de névroses si nouées, si serrées, qu'elles sont passées à l'état de solide, comme dit un collègue, l'enfance est toujours là. Tous les âges de la vie sont toujours là, dès lors qu'ils ne sont plus. L'enfance est quelque chose que l'on passe notre vie à fuir, et en vue de quoi, pourtant, nous regardons. Michaël Larivière, je vous remercie. Je suis désolée, on est déjà au terme de cet entretien. En tout cas, pour toute cette histoire sur la nostalgie, je renvoie les auditeurs à votre livre « Que font vos psychanalystes ?» qu'on trouve chez Stock dans la collection L'autre pensée. Merci beaucoup. Adèle, vous vouliez nous parler de Derrida aussi. Et oui, car le professeur de philosophie vous avez 30 secondes pour Jean-Michel Salanskis, qui était venu nous parler de mathématiques l'an dernier dans le journal des Nouveaux Chemins, publie ce mois-ci un ouvrage sur Derrida, qui a l'immense mérite de rendre la pensée de Derrida non seulement compréhensible, mais accessible, et ce, y compris aux non-philosophes. Alors le secret de cette réussite, c'est d'organiser la présentation du philosophe en 3 chapitres qui s'attachent tour à tour à exposer la philosophie de Derrida, puis son parcours biographique et intellectuel, et enfin ses lectures philosophiques. Alors effectivement, il me reste très peu de temps pour en parler, mais en tout cas, je vous conseille notamment la 3e partie qui insiste sur les lectures de Derrida, puisque Derrida lui-même accordait beaucoup d'importance à la lecture d'autres philosophes. Et donc dans ce chapitre, Jean-Michel Salanskis décrit la façon dont Derrida mêlait son style et ses intuitions à la pensée de Husserl, de Lévinas et de Heidegger. Voilà, c'est un livre très réussi qui s'appelle donc Derrida, de Jean-Michel Salanskis, et qu'on trouve aux éditions Les Belles Lettres. Il va falloir que je le lise. Enfin, un traducteur de Derrida en français. Merci Adèle et merci à tous. Aristote, Georges Frege, Derrida, Georges Brassens et le divan des psychanalystes, c'était le programme du jour. On se retrouve demain de 10h à 11h comme tous les jours pour la suite de cette semaine sur Aristote en compagnie du philosophe Bernard Sicher qui viendra tout simplement vous parler de Dieu. On se retrouve aussi à toute heure du jour et de la nuit sur Internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance où vous pourrez réentendre et télécharger toutes les émissions de la semaine. Retrouvez aussi toutes les indications bibliographiques. À demain matin donc à 10h. France Culture, il est dans 4 secondes 10h59 et dans un instant vous avez rendez-vous avec Questions d'époque.